Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Michel Lacroix, en compagnie de Jean-Sébastien Légaré. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, au nombre de nos invités, le chanteur Louis-Jean Cormier, que l'on a notamment vu à l'émission La Voix. Jean-Sébastien, de ton côté, deux sujets. Tout d'abord, Top Golf. Oui, en fait, Top Golf, c'est un concept ultra populaire aux États-Unis qui a pris naissance à l'an 2000. On a rencontré le directeur des opérations, Justin Norwell. Il nous explique à quel point c'est de plus en plus populaire aux États-Unis. Et ta stratégie va concerner principalement? Oui, on est sur les terres de départ. Bien souvent, on s'installe du mauvais côté. Comment utiliser les bonnes parties du parcours de golf pour sauver quelques coups. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Louis-Jean Cormier. Louis-Jean, bienvenue à l'émission au 19e. Hey, merci, je suis content d'être là. Enfin, une émission de golf. Bien, une première entrevue de golf, ou t'en as déjà fait? Première entrevue de golf. Moi, je dirais que c'est une première entrevue de golf. J'en ai fait quelques-unes, mais des fois, c'est des entrevues de musique où je finis par dire « j'aime le golf ». Bon, mais là, là... on va parler un peu de ta première passion. Deuxième, ben là, moi, je dirais deuxième. Là. Deux, troisième, si j'inclus les enfants là-dedans. Là. Et mais, comment on a découvert ça, cette passion-là pour ce sport? Écoute, c'est arrivé un peu sur le tard. Tu sais, je parle avec, depuis le début du tournoi, je parle avec mon caddie qui a commencé à 12 ans. J'aurais aimé ça commencer à 12 ans. Moi, je suis arrivé dans le golf plus à la vingtaine. Puis mon père prenait sa retraite, puis lui aussi commençait à jouer. C'est comme ça a commencé sur le tard, puis... J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial. Quand j'étais jeune, j'hésitais entre jouer au hockey ou faire de la musique. Donc, j'étais tout le temps comme moitié athlète, moitié artiste. C'est pas mal ça que ça donne dans la vraie vie aussi, dans le sens que je suis pas très bon athlète puis je suis pas si bon que ça en musique, mais on travaille là-dessus. Puis, je trouve que le golf, ça rejoint peut-être les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose au golf que tu peux amener sur scène ou vice-versa? Oui. Bien, en fait, la musique, c'est quelque chose de très... on utilise des mots bien ésotériques comme spirituel, méditatif. Puis, tu sais, on travaille avec de l'invisible, puis on travaille avec quelque chose qui se voit pas. Des émotions. Puis au golf, ça prend une espèce de... Il faut être centré, tu sais. Il faut être patient. Faut pas être bipolaire, colérique. Puis... Puis il y a quelque chose de minutieux. La musique, c'est une art de dentelle aussi. Là. Puis dans le golf, on peut tout se le dire que c'est bizarre, même qu'une balle qui bouge pas est loin de toi puis elle est petite. Puis elle influence tes pensées. Et tabarnouche. Ouais, donc c'est ça, je me retrouve là-dedans. Est-ce que tu sens que tu travailles beaucoup sur ta personnalité sur un terrain de golf ou tu peux être toi-même? Parce que tu me parlais d'être centré puis d'être patient. Bien, tu sais, quand on commence à jouer, on veut tout de suite être le meilleur du monde puis tout ça. Puis on comprend bien que c'est une discipline. C'est comme un peu apprendre le violon, là. Tu sais, c'est long. Je pense que j'aurais jamais fini d'apprendre, là. Donc, une notion de contrôle. Mais moi, c'est le côté un peu méditatif du golf. J'aime ça, être sur un terrain, tu sais, contemplatif. Je pense qu'il y a partie artistique. Puis, tu sais, tu regardes le layout de ce trou-là, du 17e, c'est de toute beauté. C'est pour cette raison aussi qu'on a choisi. Là, ben oui. Et est-ce qu'on aime assez le golf aussi pour le regarder à la télévision? Oui, je suis capable de faire ça. Ça, je trouve ça drôle parce que c'est... Je pense que c'est vraiment connexe à la passion que j'ai pour le golf parce que sinon, ce serait pas mon genre de... Tu sais, j'aime le baseball, mais je le regarde pas à TV. J'aime le foot, pas tant que ça. Mais le golf, on dirait... Bien, il y a une partie d'apprentissage encore. Tu vois Rory McIlroy swinguer, tu te dis, moi, encore loin. Il y a encore du travail à faire pour moi. Donc, si tu abordes le côté technique, si moi, je joue au golf pour la première fois, tu me dis quoi comme conseil? Tes meilleurs conseils que tu appliques peut-être pour toi-même? Bien, il y en a deux, là. C'est sûr que j'irais premièrement avec un des meilleurs conseils que j'ai eu en premier. C'est swing autour de ta tête ou swing, tu sais, keep your spine angle, garde ta colonne. La colonne vertébrale, c'est bon. Garde tout le temps ton squelette en tête, puis tourne dans la balle comme du monde. Mais tu sais, écoute, je demande à Alex, mon cadet, je swing mal aujourd'hui, je reste en arrière de la balle, donc il faut quand même se concentrer, à simplifier. Hein, c'est ça, je dirais, simplifier ton élan. C'est bon, ça. Concentre tout sur le contact de balle. Pas trop penser. Ouais. On essaye ça? Vous allez rire, là. On va l'essayer pareil. Avec le bagage golfique qu'il a en poche, il n'est pas surprenant de constater que le rythme de l'élan de Louis-Jean Cormier est exemplaire, tout comme sa posture d'ailleurs. Il prend bien le temps d'amener son bâton au sommet de l'élan arrière, et ce, avec beaucoup de stabilité.
En fait, la position de son centre de gravité ne bouge pas par rapport à ses talons et ses orteils. On remarque qu'il se relève légèrement, mais ce n'est pas dramatique. Alors, s'il y a quelque chose à retenir ici, on ne frappe pas la balle lors de l'élan arrière. Prenez le temps qu'il faut pour emmagasiner l'énergie. Peut-être un peu longue. Bon Presque. swing. Hey! Effet Backspin, rétro à l'appui. tout le kit. Mais tu sais, j'aime assez ça pour étudier le golf. Alors, on te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Présentation de l'Omnium des États-Unis, un autre tournoi majeur au calendrier. Voici la question plus spécifique. Combien de joueurs ont gagné l'Omnium des États-Unis 2 fois de suite? Est-ce que c'est A, 1, B, 3 ou C, 7? La réponse dans quelques instants. Alors, combien de joueurs ont gagné successivement l'Omnium des États-Unis? La réponse était C, 7. Et c'est Brooks Koepka qui a réalisé cet exploit l'année dernière. Avant, le 6e, ça avait été Curtis Strange qui avait lui aussi réalisé l'exploit, mais en 1988-1989. Les centres Top Golf ne ressemblent en rien au terrain d'exercice conventionnel. En fait, ce concept existe depuis plus de 18 ans maintenant. On a rencontré le directeur des opérations, Justin Norwell, à Orlando. So Topgolf started in the year 2000 with 2 brothers, the Joliffe brothers in England, hitting golf balls in the rain, and they decided that it was pretty boring and they wanted to make it more interesting. It was definitely started with the game of golf, right? They wanted to make practice more interesting. Topgolf actually stands for target-oriented practice, so they just wanted a way to make Topgolf more interesting. Over time, we definitely morphed that into what you see behind me now, which is golf and entertainment coming together beautifully to bring people together. Right now, we have 52 locations. So we're about to open up number 53 in Myrtle Beach here in a few weeks. So the growth has definitely been exponential. We've definitely been opening all over the United States and continue to look for properties, you know, there that make sense for our brand as we grow. We did open an international location this year in Australia on the Gold Coast, and we do have agreements in place for Canada, Dubai, and Mexico. So those will be coming soon. You know, the Topgolfs that we do have in Canada will be open year-round, and it's a market we're extremely excited about with some of our partners there. You know, we're just, you know, definitely trying to move things forward quickly and hope to be there soon. We also have locations in Chicago, D.C., you know, New Jersey. We're looking to expand in the Northeast. So with our heaters and the different things we can do to kind of combat the cold, we found that those markets are actually do really, really well for us. So you can have up to 6 players in each bay. The bay is at an hourly rate. You know, our locations, the prices vary anywhere from, you know, $25 an hour up to $50 an hour, but that's all divisible by the number of players in the bay. So if there's 5 of us and the bay is $25 an hour, we pay $5 a piece for that hour. So comparable to other experiences that you might have, whether it's going to a movie or, you know, dinner, you know, and the great thing is that we have the game to keep you entertained, great food and drinks, a lot of things going on. So we have a microchip in each golf ball, same you might find in like a dog collar, you know, in case they get lost, and sensors in each of the targets, and that's actually how we keep your score. So the scoring works, it's kind of a combination of golf, darts, and bowling, right? We keep your score like bowling. You're basically hitting golf balls into a target that's shaped like a dartboard. Footprint in Las Vegas is slightly different. We're 65,000 square feet here in Orlando, which is our standard model. We have tried some different models with the 72-bay model we just opened in Baton Rouge and some other locations. And then Las Vegas is 105,000 square feet, 4 levels, 2 swimming pools. It is definitely our flagship venue and something we're really proud of. It's at the MGM Grand, so we kind of had to go big, and our team did a phenomenal job out there and continues to, you know, take it to the next level. More than half of the guests that come to Topgolf identify themselves as a non-golfer,
right? So they, I think that's less than 5 or 6 rounds a year that they play. And that's National Golf Foundation did a survey. The news was surprising to some. It was not surprising to us because, I've been with Topgolf 6 years, and I know that a lot of our guests come in, they don't play golf. They're here to have a great time, connect with people, try something new, try something fun. So with more than half of our guests kind of fitting into that demographic, and you think that we're doing, millions of visits a year, yeah, there's definitely room here for the avid golfer, the lapsed golfer trying to get back into it and looking for a place that's not intimidating to do so, and for the person that's never touched a club before. Definitely found the National Golf Foundation has some great data on that as well, with the number of people that have started golf in the last 3 years that have been to a Topgolf, and more than 80% say that Topgolf influenced their decision to start the game of golf. And here, you don't have to rent the clubs, they come with the bay. Here, you're in an environment where you can hit 2 shots that go 3 feet in a row, and there's no one behind you saying, pick up the pace. Here, there's the beverage cart never leaves. It's right behind your bay all the time. So there's always that liquid confidence if you need it. Yeah, I think all those factors kind of contribute to us being a great place for someone to learn the game of golf. Après la pause, on parle de stratégie sur les terres de départ. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Aujourd'hui, on va parler de stratégie sur les terres de départ. Malheureusement, la grande majorité des amateurs n'utilisent pas à bon escient l'espace que l'on a entre 2 jalons. Et bien souvent, on a suffisamment d'espace. Alors, pour utiliser ce genre de stratégie, on observe 3 facteurs. Évidemment, les obstacles à éviter sur les coups de départ. On a ensuite la direction du vent, évidemment, qui est liée aux obstacles à éviter. Et le 3e facteur, c'est notre trajectoire de balle que l'on produit habituellement. Pour la grande majorité des amateurs, c'est les obstacles à éviter qui vont dicter notre position sur les jalons. Donc, la règle est toute simple et la question est toute simple. L'obstacle est de quel côté? Je m'installe du même côté. Donc, si l'obstacle est à gauche, je m'installe du côté gauche. En fait, ça semble contradictoire comme raisonnement. Si je m'installe du même côté de l'obstacle, je viens ouvrir le côté opposé. Et là, si on a des obstacles de chaque côté de l'allée, eh bien, pas de chance, le trou est difficile. C'est votre trajectoire de balle habituelle qui va dicter votre stratégie. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas le fait d'être négatif, de penser négativement, c'est de bien planifier, en fait, notre approche. Car bien souvent, on connaît des journées ordinaires en termes de frappe de balle. Et justement, on veut éviter ces obstacles lorsqu'on connaît des journées ordinaires pour avoir un bon score. Alors, si vous êtes membre dans un club de golf ou si vous jouez habituellement les mêmes parcours, pensez aux terres de départ, pensez aux obstacles que vous devez éviter. Est-ce que vous vous placez du bon côté? Est-ce que vous profitez de ce que le terrain vous donne? On va délaisser maintenant le côté obstacle pour parler trajectoire de balle. Évidemment, il y a 2 façons de le voir. La première façon, c'est d'un point de vue efficacité, atteindre l'allée. Et le raisonnement, encore une fois, est très simple. De quel côté je manque mon coup de départ habituellement? Si, par exemple, je manque du côté droit, je viens m'installer du côté droit et m'aligner légèrement centre-gauche pour m'assurer d'atteindre l'allée. On parle d'efficacité ici. Le 2e facteur, au niveau de la trajectoire de la balle, c'est d'un point de vue éducatif. Justement, mon crochet extérieur que je veux régler. Si je m'installe toujours du même côté, visuellement, j'oblige mon cerveau à produire cette trajectoire. Alors, comme je le disais, d'un point de vue éducatif, je vais prendre le côté opposé. Donc, si je suis habitué de produire un crochet extérieur, en m'installant du côté gauche, je vois le trou d'une façon différente. Donc, peut-être que les éléments techniques que j'ai de la difficulté à appliquer sont tout simplement dus au fait que je m'installe du mauvais côté pour reproduire tout le temps cette trajectoire. En m'installant du côté opposé, je vois le trou de façon différente et ça m'oblige à travailler les éducatifs techniques et à les appliquer sur le terrain de golf. Alors, avant de planter votre thé dans le sol et d'y déposer votre balle, pensez à ces 3 facteurs. Peut-être que votre stratégie changera et peut-être vous allez sauver quelques coups. Sur ce, sortez golfer. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan.
Salut tout le monde, troisième chronique sur les fers. Et Sylvain, cette semaine, on s'attaque à la catégorie perfectionnement. On s'adresse au golfeur qui est capable de contrôler la trajectoire de sa balle. En effet, look et sensation sont essentiels. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce que les ingénieurs ont réussi à faire avec un volume aussi restreint. Oui, évidemment, on est limité au niveau du gabarit. On commence chez Callaway avec la version Pro, Apex Pro 2019. On a les mêmes technologies que la version standard. Oui, tout comme les fers Big Bertha, ils possèdent un insert de microsphère en uréthane où plus d'1 million de pochettes d'air microscopiques permet d'atténuer et d'absorber les mauvaises vibrations au moment de l'impact. Et tout comme la version standard, les fers Apex Pro sont offerts également en noir smoke. On reste dans le noir du côté de Cobra. On a les nouveaux King Forged MCMB. Ricky Fowler a eu son mot à dire dans la conception de ces nouveaux fers. Oui, en effet, les ingénieurs ont tenu compte de ces demandes en termes de look et de sensation. On utilise un long procédé d'usinage qui permet de raffiner la structure du grain de l'acier. C'est comme si on forgeait la tête 5 fois, ce qui permet d'améliorer les sensations tant recherchées par ce type de joueur. Comme on peut le constater, Sylvain, c'est un ensemble combo. On a 2 types de fers. Exactement. Les fers 2 à 6 possèdent une légère cavité arrière, tandis que les fers 7, 8, 9 ainsi que le cocheur d'allée possèdent une construction pleine, ce qui permet d'avoir de la facilité et du contrôle au travers de l'ensemble. Maintenant, du côté de TaylorMade, l'année dernière, on avait les P770 et les P750. On a combiné le tout pour donner les P760 avec une nouvelle technologie. Oui, c'est un ensemble de fers aux caractéristiques progressives. Les fers 3 à 7 possèdent une cavité interne complète dans laquelle les ingénieurs y ont injecté la technologie Speed Foam. On obtient donc un maximum d'indulgence là où c'est nécessaire. Mais sans compromettre toutefois les sensations et le look. Exactement. Quant aux fers courts, c'est plus classique. Oui, ils sont forgés à partir d'un acier carbone 10-25, ce qui maximise les sensations et le contrôle. C'est ce que le golfeur recherche à ce niveau. Si le P760 est trop gros à votre œil, il y a le P730 à vos risques et périls. On a un look classique et épuré. Tout est réuni pour plaire aux puristes qui recherchent contrôle et performance. Les innovations pour ce genre de bâton sont au niveau de l'usinage de la tête afin de parfaire la qualité du produit. À ce niveau, votre efficacité de trouver le centre de la face sur 10 balles ne doit pas être bien en bas de 8 sur 10. On termine avec un fer un peu plus volumineux pour cette catégorie, les Titleist 718 AP2. La dimension des têtes des fers AP2 n'a pas changé depuis bientôt 10 ans. Pour la plus récente version, on a quand même réussi à amincir la face des fers longs et moyens. Les masses en tungstène également ont été peaufinées. Oui, les masses en tungstène au niveau de la semelle sont maintenant recouvertes également de tungstène, ce qui améliore grandement la stabilité de la tête dans la zone d'impact. Tout comme beaucoup de fabricants, ils sont offerts également avec un fini noir PVD. Toujours du côté de Titleist, petite mention également pour les fers 718 CB et MB, des outils chirurgicaux qui ressemblent aux fers Cobra et TaylorMade que l'on vient de vous présenter. Merci Sylvain. La semaine prochaine, on parle de quoi? Après les fers, on parle des cocheurs, toutes les nouveautés du côté des wedges. Soyez-y! Cette semaine, au 19e, se retrouve dans la région de Québec où l'on visite un club accessible, sympathique et spectaculaire. Bienvenue au Club de golf de Lévis. En compagnie de Serge Boucher, directeur général du Club de golf Lévis. Serge, bienvenue au 19e. Merci, Richard. Serge, 1923, c'est beaucoup d'histoire ici à Lévis. Si tu me parlais un peu de l'histoire. Effectivement, Richard, c'est beaucoup d'histoire. 1923, c'était la naissance du club. C'est les notables de la place, avec M. Wayman, qui ont bâti un 9 trous de haute gamme, puis ils voulaient faire découvrir un peu un style écossais. Et on a eu un 9 trous jusqu'en 1965. C'est Howard Watson qui a fait les plans. Un architecte reconnu au Québec. Très reconnu, qui en a fait plusieurs d'ailleurs. De 58 à 65, on a travaillé sur la construction d'un autre 9 trous. Et ça donne maintenant le résultat de 18 trous qui sont en excellentes conditions. Et on est très fiers de ça. Auparavant, il n'y avait aucun arbre ici, il y a environ 25 ans. Et on a planté des arbres, et c'est M. Baudry, qui était membre du conseil d'administration, un avocat, qui a planté des arbres. On les appelait les petits Baudry. Ah oui, bien là, je réalise qu'il y a plein de petits Baudry ici. Il y en a énormément. Évidemment, on fait une gestion de ça. Ça donne une forêt des deux côtés qui est très bien nettoyée. Serge, en tant que directeur général, c'est toujours difficile de se faire poser cette question-là. Moi, je te demande de choisir les 3 trous signature ou les 3 trous les plus beaux de Lévis. Ce serait lesquels?
Effectivement, c'est un choix qui est difficile à faire, mais je te dirais, Richard, mon premier, ça serait le trou numéro 7, c'est où on est en ce moment. C'est un trou coudé vers la gauche, c'est environ 400 verges. On doit avoir une bonne précision sur notre coup de départ, pas se retrouver trop à gauche, à droite. Et le deuxième coup, qui est un coup en descente, bien, on doit quand même faire attention parce qu'on a une trappe qui protège le verre à droite. Et à l'arrière, on a un lac qui nous attend, donc on doit être... Il y a un plan d'eau. C'est un trou que j'adore. Deuxième choix. Deuxième choix, le trou numéro 10, qui est un trou où on part et on est surélevé. 500 verges par 5. La drive est importante. Et le deuxième coup, tu l'as mentionné... Intimidant. Intimidant et très étroit. Et c'est pas terminé, on a une trappe à droite. Donc, on doit être précis et le verre est tout en ascendant. Donc, si on dépasse la position du fanion, on risque d'avoir un pot en descendant qui... Et c'est dangereux d'avoir un 3 potes à ce moment-là. Le dernier choix, le trou numéro 5, qui est un par 3, assez difficile dans le sens qu'on a 3 trappes. On a 2 trappes à gauche, à droite et une trappe verticale en arrière. Et aussi, à l'avant, un lac. Donc, on doit être précis. Mais c'est quelque chose de fun parce que lorsqu'on réussit la normale au trou numéro 5, on est très content. Bien, moi, je veux te féliciter pour l'entretien du terrain. Tu féliciteras ton surintendant parce que c'est vert, vert, vert. Et tantôt, on va aller voir ton président pour parler des investissements parce qu'à Lévis, vous n'arrêtez pas. Avec plaisir. Merci, Serge. Merci. On a investi beaucoup de sous à Lévis, notamment, on a refait nos salles d'eau au complet dans le chalet d'accueil et nous avons aussi investi sur les sentiers asphaltés. La majorité de nos sentiers asphaltés ont été refaits. Et nous avons renouvelé notre flotte de voitures électriques qui est extraordinaire. Alors, ceci dit, le golf de Lévis, il est accessible, il est sympathique, puis il est très spectaculaire. Spectaculaire, surtout depuis que vous avez mis beaucoup de sous sur le pavillon et l'agrandissement aussi. Oui, c'est moderne, c'est accueillant. On est accessible encore une fois. C'est devenu un club public. Public, puis venez nous voir, ça nous fera plaisir de vous accueillir et vous allez adorer le club de golf de Lévis, à un tel point que vous allez vouloir y revenir. L'invitation est lancée. Merci, André. Merci, Richard. Bonne continuation. Merci, toi aussi, ça fait plaisir. Reviens nous voir à Lévis. J'y manquerai pas. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, nous avons avec nous le président de l'Association des terrains de golf du Québec, Patrice Forcier. Notre invité, Pierre Vercheval, l'excellent analyste de football à l'antenne de RDS. Et également au bal, cette multitude de balles qui sont dorénavant offertes au grand public. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, comme d'habitude, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.